Bonjour à tous. Bienvenue au musée Narbovia. Donc nous avons profité des journées de l'architecture qui se déroulent ce week-end pour présenter le projet, le chantier du musée Narbovia. Donc ce musée que vous avez la possibilité de découvrir depuis le mois de mai dernier. Donc, comme vous le savez, c'est un chantier qui est de longue haleine, qui s'est déroulé maintenant depuis une dizaine d'années. Et donc, nous avons saisi cette opportunité d'avoir pu terminer ce chantier récemment pour mobiliser les différents acteurs qui sont intervenus pour venir vous présenter ce grand travail, ce grand chantier. Et donc voilà, je vais me présenter, laisser la parole à mes collègues qui vont se présenter, et donc on va ensuite démarrer cette présentation. Donc pour ma part, je suis Ambroise Lassalle, je suis conservateur du patrimoine, et donc j'ai pu travailler sur la préfiguration de ce musée depuis son lancement, donc en 2010, par la région Languedoc-Roussillon. Merci à toi Ambroise. Merci de nous accueillir aujourd'hui. Je m'appelle François-Pierre Curato, je suis architecte et partenaire pour l'agence Foster & Partners à Londres, et je suis un des deux co-partners en charge du projet. Voilà, je suis basé à Londres depuis 14 ans et j'ai eu la grande chance de faire partie du début de cette aventure, voilà, dès 2010-2011 et le concours de maîtrise d'œuvre qui a été lancé. Et nous avons travaillé depuis 10-11 ans avec Jean Capia, qui est nos yeux et nos oreilles localement. Bonjour donc Jean Capia, architecte. Je suis basé à Nîmes. Ma petite agence est à Nîmes, et donc, comme vient de dire François, j'ai suivi quelques chantiers dans le sud de la France avec l'équipe Foster depuis 10-11 ans, et celui-ci particulièrement qui nous a pris 10 ans de notre vie avec plaisir. Voilà, et je vais passer la parole à Sylvie, qui est la représentante de notre maîtrise d'ouvrage. Bonjour, Sylvie Lacan, je suis responsable d'opération de la société ARAC, qui est une SEM qui appartient à la région. Donc je représente le maître d'ouvrage, donc dans cette belle histoire de construire. Voilà. Pour démarrer, peut-être, je peux tout de suite laisser la parole à Sylvie, parce qu'effectivement, le point de départ de ce projet, effectivement, c'est une rencontre entre deux personnes. Une rencontre qui s'est faite il y a déjà un moment, mais une rencontre qui s'est concrétisée, en tout cas, qui a amené une discussion sur Narbonne et sur les collections patrimoniales de Narbonne. Alors déjà, pour construire un bâtiment, surtout un bâtiment de collectivité, il faut qu'il y ait une idée et une rencontre de deux personnes. Deux personnes, ça a été Georges Frêche et Monsieur le professeur Michaud. Ce sont deux amis qui ont eu l'envie de créer ce musée, rassembler toutes les œuvres de Narbonne à un seul lieu. Donc c'est eux qui sont à la naissance de ce projet. Après, c'est une volonté politique de pouvoir faire cette construction. Et là, il y a un programme qui commence à naître. Tout à fait. Donc effectivement, ce point de départ lié à des personnes est très important, puisqu'il va permettre l'aboutissement de ce beau projet. Mais au-delà donc de ces personnes, effectivement, ces personnes, elles avaient une bonne connaissance de Narbonne, de son histoire et de son patrimoine, puisqu'effectivement le projet s'est mis en place parce que, comme vous le savez, à Narbonne, il y a à la fois des collections archéologiques étonnantes, il y a également une histoire étonnante. Donc Narbonne, comme vous le savez tous, et là on va pas s'étendre sur le sujet aujourd'hui, donc a été une ville romaine majeure. Elle a joué un rôle très important en termes politiques, en termes économiques. Et effectivement, ça se voit aujourd'hui à travers un certain nombre de choses, à travers des découvertes qui se sont faites dans les ports antiques. Là, vous avez une vue des étangs du Narbonnais et des différents sites qui ont été fouillés depuis 10 ans, à Port-la-Nautique, à Mandirac, à l'île Saint-Martin. Et ces découvertes ont permis de mesurer un peu mieux l'importance majeure de ce port antique. Narbonne, c'est également des collections liées à une nécropole, donc cette fameuse collection lapidaire que vous connaissez. Donc toutes ces pierres sont issues de nombreuses nécropoles qui étaient installées à l'entrée des villes. Là, vous avez l'exemple d'une nécropole romaine encore debout à Pompéi. Et il faut imaginer qu'effectivement, à Narbonne, l'entrée de la ville se présentait un peu de cette manière-là, certainement. Donc toutes ces pierres, comme vous le savez, elles ont connu une longue histoire. Elles ont été remployées dans les remparts, notamment les remparts de la Renaissance, dont on a encore des témoignages, des images, des photos, des gravures. Et ces remparts, effectivement, donc on connaît assez bien leur histoire. On pense qu'à l'époque romaine,
Ils entouraient, ils encadraient la ville qui a été réduite en surface. Et, ces remparts qui se sont ensuite agrandis à la Renaissance, et toutes ces pierres qui ont finalement été déménagées dans un musée, l'église de Lamourguier, avant de devoir connaître un nouveau destin, qui est celui du futur musée. Donc il faut imaginer qu'effectivement, lorsque nous avons travaillé sur le lancement de ce projet, la première étape qui était la nôtre, c'était tout simplement de rédiger un programme, puisque dans le cadre d'un concours d'architecture, il faut soumettre aux différents candidats de ce concours un programme. Et dans ce programme, nous avons mis en avant cette collection étonnante et en même temps difficile à valoriser, donc cette collection lapidaire de Narbonne. Et donc en fait nous avons tout simplement mis dans notre programme un élément qui est un véritable défi, puisque initialement nous avions demandé dans ce programme à ce que la collection lapidaire soit présentée de manière la plus exhaustive possible, c'est-à-dire que nous souhaitions dès le départ présenter beaucoup de pierres pour garder l'impression de masse que les visiteurs avaient en entrant dans l'ancienne église de Lamourguier. Mais en même temps, nous ne voulions pas recommencer l'aménagement, l'installation qui était dans l'ancienne église, c'est-à-dire on ne voulait pas à nouveau empiler toutes ces pierres pour qu'elles soient figées et qu'on ne puisse pas les étudier à l'avenir. Donc en fait, dans ce programme d'architecture, nous avions demandé à ce que les pierres soient présentées en masse, mais qu'on puisse les manipuler facilement, les déplacer pour les étudier. Et effectivement, ça a été un des éléments majeurs de ce programme qui a été soumis donc aux différents candidats. Donc là, on est en 2011-2012, au moment où a lieu ce concours d'architecture. Donc là, je passe la parole à François qui va vous raconter maintenant le projet. Merci à toi. Effectivement, ça a été un défi assez extraordinaire. L'image que vous venez de voir, en fait, elle est issue d'une des toutes premières recherches de l'agence dès qu'on a reçu le programme fonctionnel. Et déjà, on voit apparaître ce mur qui a l'ambition de répondre à ce défi extraordinaire et qui est de montrer cette masse, cette quantité de pierres et de recréer quelque part une forme de monumentalité, alors que justement la spécificité de la romanité narbonnaise, c'est qu'il n'y a plus de monumentalité, il n'y a plus de grands bâtiments qui existent, contrairement à Arles ou Nîmes. Donc comment recréer de la monumentalité quand on a finalement que des fragments? Eh bien, l'idée de ce mur, c'est rien d'autre que ça. Voilà, c'est redonner à Narbonne sa monumentalité romaine. Alors le programme fonctionnel, Ambroise en a parlé, il était extrêmement complexe et il tournait autour de cet enjeu de la monumentalité à partir de fragments. Voilà, comment on va s'intéresser à ce process-là. Alors, ce qui est intéressant, comme on l'a un petit peu dit avec Jean auparavant, c'est que on a une histoire chez Foster & Partners pour travailler dans le sud de la France. Alors moi, je suis particulièrement fier de cette histoire parce que, comme vous l'entendez probablement, j'ai pas vraiment un accent anglais. Je suis des Alpilles, un petit peu vers l'est là-bas, et que donc cette histoire provençale et méditerranéenne de Foster, elle m'enthousiasme particulièrement. Plusieurs bâtiments ici, un sur lequel on va se concentrer, qui est aussi le début de la naissance de l'histoire de la collaboration entre Jean Capia et nous. C'est ce petit bâtiment de logement à Nîmes, dont on est particulièrement fier. Et c'est en réalisant ce bâtiment-là qu'on s'est dit il faut qu'on fasse plus grand, il faut qu'on fasse plus gros, il faut qu'on fasse plus généreux dans la région, et qu'on a décidé ensemble de répondre à ce concours. Alors voilà les premières planches du concours. C'est la toute première réponse telle qu'elle a été soumise à l'approbation des différents acteurs du projet. Et bien que le projet soit pas exactement dans la forme définitive, vous pouvez tous constater que vraiment il y a une vraie évidence dans la proposition dès le départ. Ce mur-là, il est déjà là. La manière dont il est éclairé avec de la lumière naturelle est déjà là. Le rapport au canal de la Robine et au paysage est déjà là. Voilà, tous les composants sont là. Il a juste fallu après 10 ans pour les développer et les mettre en musique. Donc voilà un zoom sur cette vue de la galerie lapidaire. Et déjà donc l'idée de cet outil, de ce grand meuble qui va redonner de la monumentalité aux pierres. Et bien voilà, dès le premier moment de la compétition et du concours, cette idée elle était là. Alors on va pas pouvoir vous présenter le chantier très en détail. On va essayer de se concentrer sur des points qui nous paraissent essentiels. Mais avant ça, on a souhaité revenir rapidement sur ce musée que vous connaissez bien, hein, et finalement sa positionnement très caractéristique dans la ville de Narbonne. C'est une entrée de ville, et comme il est positionné en entrée de ville, il a la capacité de devenir un élément majeur dans la composition de l'entrée de ville de ce côté-là de Narbonne. Ce musée, vous le connaissez. Je vais pas vous faire l'injure de vous le réexpliquer. Vous
être approprié depuis son ouverture, mais il est articulé autour de ce grand mur central qui sépare finalement la partie muséo strictement du centre de recherche. C'est également un endroit où on travaille, où on continue de rechercher, on continue d'essayer de découvrir ce patrimoine narbonnais. C'est pas une histoire finie, ce musée, c'est une histoire en cours. Quelque chose d'intéressant aussi, c'est la manière dont il est positionné sur un jardin surélevé, et on va y revenir, et la manière dont, par différents accès et différentes communications, il essaye d'aller chercher un petit peu au-delà des limites de sa parcelle, et il essaye de créer des rapports avec la ville qui sont un petit peu plus riches. Quelque chose qui est pas innocent non plus, c'est que ce musée, comme vous le voyez autour, s'il est surélevé, c'est parce qu'il est dans une plaine inondable et que un des enjeux de ce projet, c'était de faire en sorte que les œuvres soient sécures et que l'aménagement du projet constitue, un moyen de réguler ces inondations. Alors voilà, on les reconnaît, ces deux parties-là, avec le grand mur symbolisé au milieu, et puis la partie musée strictement et la partie centre de recherche qui vont s'organiser autour. Une trame régulière, une fonctionnalité extrêmement simple, une entrée, une boutique très publique, puis ce grand mur lapidaire qui articule les différents espaces d'exposition, permanents et temporaires, et puis l'espace multimédia dans lequel nous sommes en ce moment. De l'autre côté, des espaces de recherche articulés autour de 3 patios, là aussi un thème romain assez traditionnel, et puis des grandes zones de stockage qui sont très spécifiques parce que elles doivent permettre de maintenir les pierres dans un environnement de température et d'hygrométrie extrêmement précis. Alors voilà un petit peu une animation qui va vous redonner tous ces éléments-là de manière un petit peu plus graphique et évidente, mais l'idée est toujours très très simple, une configuration extrêmement simple, extrêmement tramée, avec des espaces très reconnaissables, très appropriables, ce mur lapidaire qui est à la fois une frontière et une connexion entre les deux mondes, et puis ce podium que vous voyez un petit peu autour du musée, qui est à la fois, et on va y revenir, un élément qui protège le musée des inondations, entre autres. Et puis cette grande toiture qui est aussi assez caractéristique, et là aussi on y reviendra. Alors, on va se concentrer aujourd'hui sur la construction de ce musée et finalement sur les grandes séquences de ces 5-6 ans de chantier qui se sont terminés il y a quelques mois maintenant. Alors, comme souvent, pour ces sites en bordure de ville, nous avons hérité d'un site qui était pas très qualitatif, et c'est un euphémisme, puisqu'il était principalement occupé par une station d'épuration, et qu'aujourd'hui, ce site il a été reconquis pour devenir un élément urbain de qualité. Alors on voit ici les premiers travaux de terrassement et on commence à voir apparaître la parcelle unique et on commence à voir, surgir un petit peu ses qualités à l'interface de l'entrée de ville via les voitures et puis donc le canal de la Robine. Alors on a décidé de vous présenter un petit peu ce chantier sous l'angle de 4 éléments majeurs qui constituent ce musée-là. Le premier, on en a déjà un petit peu parlé, c'est ce socle qui va permettre de sécuriser et protéger le bâtiment. Le deuxième, ce sont ces murs, ces fameux murs si caractéristiques qu'on voit autour de nous aujourd'hui. Le troisième élément, c'est la toiture, cette toiture qui va protéger, qui va abriter. Et puis le quatrième, c'est ce mur lapidaire qui est si spécifique et qui est la réponse unique justement du projet au programme fonctionnel. Alors on va commencer un petit peu par ce socle qui est vraiment une réponse au site et à l'histoire, parce que au-delà de cette histoire de plaine inondable dont on a déjà parlé, l'idée c'était également de se laisser inspirer par la structure des constructions romaines traditionnelles et leur capacité à faire du traitement d'air par des entresols. Les villas romaines, entre autres, étaient toutes rafraîchies et réchauffées par le sol. Et l'idée finalement, ça a été d'utiliser ce socle pour y intégrer l'ensemble des systèmes de soufflage. Alors vous les voyez autour de vous, ces grands caniveaux, ils sont un élément essentiel de la stratégie de climatisation et de chauffage du musée, et ils sont, en pied de chaque mur que vous allez trouver dans le musée. Alors voilà un petit peu une maquette qui est issue ça c'est ce qu'on appelle une maquette BIM, c'est-à-dire une maquette qui rassemble sur un même modèle l'ensemble des éléments techniques qui permettent de faire fonctionner un bâtiment. Et voilà le détail de ces éléments-là. Donc c'est toute une petite ville, toute une mécanique qui se trouve sous vos pieds et qui va permettre d'assurer le confort du public et surtout la stabilité hygrométrique et température qui permet aux pierres d'être complètement préservées. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà tout le travail que les ingénieurs ont fait pendant des mois pour assurer l'efficacité de ce système.
Alors ce podium, il est extrêmement simple. J'allais dire, c'est presque un des éléments les plus simples de cette construction. C'est un élément qui va mettre le musée finalement sur des échasses et qui est constitué de béton coulé sur site et une mécanique finalement jusque-là extrêmement traditionnelle en matière de chantier. Je vais peut-être laisser un petit peu la parole à Jean, qui a été la cheville ouvrière de cet élément-là. Peut-être que tu peux nous dire un petit peu comment tout ça s'est passé. Oui, je dirais simplement un mot avant le socle. On a hérité d'un terrain un peu difficile, mais aussi d'un sol mécaniquement très difficile. C'est-à-dire qu'on a été obligé d'aller chercher, comme on dit dans notre jargon, le bon sol à moins 20 mètres en moyenne sur 383 pieux. Donc c'est quelque chose de très conséquent. Et ensuite, on a bâti sur ces pieux ce fameux socle. Donc la difficulté, je dirais, comme disait François, c'était la partie la plus facile après les fondations. Donc c'est du béton banché classique, 2 parties, avec une grue qui pouvait se déplacer entre les 2 parties majeures du projet. Là, on est, si vous voulez, dans l'hypocauste, ce qu'on décrivait tout à l'heure comme une référence aux constructions romaines. Voilà, donc il est dans cet état-là, et on est venu placer tout ce qui est technique, tout ce qui est, dans notre jargon on dit tripaille technique, tout ce qui est conduit métallique, sous le plafond, justement pour se mettre à l'abri aussi, parce qu'on est dans une zone inondable, et on craint, on a les remontées capillaires. Donc on a, sur ce sujet-là, 5-6 ans d'expérience, on n'a pas eu de soucis, ça fonctionne très bien. Voilà. Ce socle-là, il permet aussi quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'il permet d'éviter au musée d'être entouré par des clôtures un petit peu disgracieuses. Il y avait bien entendu un besoin de sécurisation, on en a parlé par rapport à l'eau, mais bien entendu aussi une sécurisation par rapport à l'intrusion. Et ce podium-là, il nous permet en fait d'utiliser la différence de hauteur comme une protection, et du coup, comme vous l'aurez constaté, il n'y a absolument aucune clôture autour du musée, ce qui est quand même, en termes d'approche et en termes de capacité du musée à devenir un élément, j'allais dire, amical dans la ville, était aussi un enjeu important. Alors, une deuxième partie super importante dans cette séquence-là du musée, c'est bien entendu ces murs qui sont une de ces caractéristiques principales, et qui en portent principalement l'image aujourd'hui. Et une des premières caractéristiques de ces murs-là, vous l'aurez constaté, c'est qu'ils ont une image absolument identique à l'intérieur et à l'extérieur. Et en général, ce sont des choses qu'on arrive à obtenir qu'en ayant des murs massifs. Et avoir des murs massifs, ça pose beaucoup de questions en termes d'isolation, d'efficacité thermique d'un bâtiment. Et bien entendu, c'est pas ce qu'on souhaitait faire. Alors pour arriver à ce résultat final, il y a eu un travail de prototypage autour du projet qui a été absolument extraordinaire, et c'est quelque chose qu'on fait rarement sur les projets en France, et c'est pour ça qu'il nous paraît aussi édifiant et aussi important à partager avec vous. Et ça, c'est le tout premier prototype que nous avons réalisé avant même que le projet soit lancé, pour tester justement cette technologie, essayer de comprendre comment elle allait fonctionner. Alors, après, c'est back to the basic, comme on dit chez nous, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment, à partir de ce prototype-là, comment on va pouvoir recréer les qualités visuelles, techniques, de résistance, mais également les qualités, j'allais dire, esthétiques et de fini qu'on a testé dans ce premier prototype. Eh bien, voilà. À partir de là, c'est suivi une longue série de prototypes qui ont été réalisés. Voici le premier. Et vous pouvez comprendre un petit peu à la relative, comment je peux dire ça gentiment, la relative naïveté de l'empilage des couches et le relative, ça marche pas très bien, quoi. Voilà. Donc quand on s'est vu en face du premier prototype, on s'est dit, il va y avoir du boulot. et ben on a finalement pris ce travail à bras le corps et on est reparti du début. Voilà. Vous les voyez, ces petites briques qui sont au pied du mur, et on est reparti avec des Legos. On a fait des Legos littéralement, c'est-à-dire qu'on a demandé à l'entreprise de recréer des éléments selon les caractéristiques physiques qu'on voulait, avec une variété de types d'agrégats, de types d'oxydes et de types de mélanges pour obtenir, cette gamme de Lego avec laquelle on a commencé à jouer. Alors, il s'en est suivi toute une série, vous pouvez l'imaginer, de tests absolument dans tous les sens, de colorimétrie, de densité, voilà, avec absolument des millions de tests, et tout ça a débouché sur une deuxième palette que vous commencez probablement un petit peu à reconnaître un petit peu mieux, qui est une palette beaucoup plus proche de celle qu'on a aujourd'hui, avec des tons de terre cuite, des tons d'oxyde qui sont beaucoup plus locaux,
avec l'idée que vraiment il fallait que ce musée il appartienne à la terre et il en semble issu. Voilà. Donc on arrivait à des résultats qui nous paraissaient assez intéressants. Et puis voilà le dernier prototype, celui sur lequel on a validé les couleurs, les teintes et les textures. Et là, vous pouvez vraiment commencer à reconnaître un petit peu ce que vous avez autour de vous. Et le petit clin d'œil, c'est que on a tellement épuisé notre entrepreneur avec ce travail de prototypage que les derniers murs de prototypage qui ont été réalisés sont en fait des murs de soutènement. Donc ils existent toujours et ils participent en fait de la structure du bâtiment. Voilà. Donc c'est un petit clin d'œil pour dire que en fait tout ça est vraiment issu d'un seul et même mouvement et que tout le monde a contribué à construire ensemble. Alors la méthodologie de construction, elle est unique, hein, puisqu'on va retrouver ce double mur. Vous l'avez compris, en fait, c'est pas des murs plats. Hein, ce sont deux doubles murs qui sont côte à côte, avec entre eux une lame isolante. Et la spécificité de ces murs-là, c'est qu'ils sont pas coulés comme du béton qui est très humide et qui est très liquide. Ils sont coulés de manière extrêmement sèche. Et parce qu'ils sont coulés de manière extrêmement sèche, ils vont devoir être compactés couche par couche à la main par des ouvriers. Et c'est une procédure extrêmement longue qui nécessite des équipements assez extraordinaires. Et comme vous le voyez, l'idée c'est que les coffrages sont ce qu'on appelle des coffrages grimpants, c'est-à-dire que vous avez un côté du coffrage qui est fixe et l'autre côté, on va compacter, puis rehausser, puis compacter et puis rehausser jusqu'à arriver à la hauteur nécessaire. Alors le travail des ouvriers a été extraordinaire, ils ont été formés à cette occasion et ils ont aujourd'hui un savoir tout à fait unique entre leurs mains qui seront en mesure de mettre à disposition d'autres projets. Alors voilà l'histoire de ce coffrage grimpant. L'ouvrier est vraiment entre les deux parties du coffrage et il va grimper au fur et à mesure comme ça. Et alors un petit clin d'œil, voilà. Un ouvrier en train de compacter à droite une des couches. Vous voyez, c'est physique, hein, et c'est un travail assez extraordinaire qui a été fait. Ce qui nous a absolument bluffé, c'est de voir pendant cette période-là du chantier, et Jean, j'en ai témoin, la fierté de contribuer c'est vraiment la main des gens. Voilà, c'est un truc assez unique, hein. Et on pouvait constater dans les réunions à quel point la fierté des ouvriers pour ce processus-là était extraordinaire. Voilà, c'est vraiment c'est physique. Et voilà donc ces murs qui commencent à apparaître et à croître avec l'idée toujours architecturalement qu'il fallait exprimer ce double mur et qu'il fallait qu'à plusieurs endroits, dès qu'on envoie la tranche, on puisse avoir l'expression de cet isolant au milieu qui permet à tout le monde de lire la manière dont le mur est structuré. Je ne sais pas si tu as des choses à rajouter, Jean, sur ce sujet. Par rapport au mur en béton là qu'on vient de voir et qu'on vient de voir compacté par les équipes d'ouvriers, il me semblait aussi important de dire que ce chantier-là, au vu du principe constructif, il s'arrêtait pratiquement jamais. C'est-à-dire que les équipes tournaient en 2-8 et ces principes donc ont fait que les ouvriers étaient très motivés pour faire ce travail-là, parce qu'on s'imaginait, ils commençaient à 6 heures du matin et ils finissaient à la nuit, ils s'arrêtaient jamais, quoi. Et le matin, il fallait reprendre de très bonne heure parce que il fallait pas laisser sécher trop les couches, sinon on perdait de l'adhérence. Ce qui me semble important aussi de dire, c'est au niveau de l'échelle du mur. Le mur fait quand même en tout 80 cm d'épaisseur, quoi. Donc on a 40 cm qui sont vers l'intérieur, qui sont porteurs, et on a un isolant de 20 cm, un isolant thermique dont parlait François tout à l'heure, et à l'extérieur 20 cm de peau. Voilà, qui servent à protéger l'ensemble et qui sont montés donc de pair avec l'ensemble du mur. Ce qui semblait aussi, et je reviendrai sur les prototypages qu'on a réalisés pendant 2 ans, on a prototypé. Et ça, c'est rare dans des projets, je dirais, puisque entre guillemets français. Je trouve que on a eu un maître d'ouvrage qui nous a permis justement de prototyper au maximum, et pas que le béton. C'est-à-dire tout ce qu'on a utilisé, tous les détails, les menuiseries, les sols, les luminaires, tout a été prototypé et essayé jusqu'au dernier moment. Bon, des fois il y a eu des petits moments de tension parce que vous imaginez que la culture française des entreprises n'est pas tout à fait celle-là, je vais dire. Mais je pense que c'est une leçon pour nos futurs projets français. Voilà. Je te rends la parole, François.
Merci beaucoup. Et c'est vrai que c'est une culture, alors pour le coup plus anglo-saxonne, effectivement, la culture du prototypage. Et c'est vrai que, comme Jean le disait, il y a parfois eu des frictions parce que c'est pas traditionnel. On a poussé l'entreprise dans ses retranchements, mais quand vous voyez la différence de qualité entre les tout premiers prototypes qu'on a vus et puis les résultats que vous avez autour de vous, on se dit que finalement ce processus-là, il est vraiment intéressant, il a vraiment été productif. Et puis voilà, donc le musée, quasiment avec tous ces murs réalisés, et puis pas encore de toiture. Voilà, donc l'écriture que vous connaissez aujourd'hui. Et ces murs donc compactés couche après couche. Quelque chose d'intéressant aussi à rajouter, c'est que cette double structure de mur, elle permet d'avoir une grande masse du mur qui est à l'intérieur de l'isolant. Et ça, c'est extraordinaire dans un musée lapidaire parce que cette grande surface de béton très poreux à l'intérieur, elle va permettre d'avoir au bâtiment ce qu'on appelle une inertie thermique extraordinaire. C'est-à-dire, les murs vont être utilisés finalement comme des radiateurs à humidité et à température, et ils vont permettre de lisser la température et l'humidité à l'intérieur des locaux. Et ça, c'est génial parce que quand on préserve des pierres et qu'on doit les protéger, ça permet d'avoir des variations d'hygrométrie et de température qui sont limitées. Donc, c'est pas simplement une fantaisie, c'est aussi, j'allais voir, un réservoir qui permet de réguler l'atmosphère à l'intérieur du musée. Alors, une des spécificités de ces murs, c'est la carte de l'Empire romain. Et l'idée, ça a été justement d'incorporer cette carte dans le mur lui-même. Donc, il y a eu des moules qui ont été déposés en fond de banche, et le mur a été sinon coulé de manière traditionnelle, comme vous l'avez vu, couche après couche. Vous pouvez imaginer la complexité rajoutée par ces éléments qui permettent d'avoir aujourd'hui la carte comme une partie intégrante de ces murs. Alors quelque chose aussi, je vais peut-être te relaisser la parole, Jean, là-dessus, parce que vous avez probablement constaté que parfois, dans ce musée, on avait l'impression qu'il y a des pierres qui flottaient. Mais en fait, les pierres, elles flottent jamais. Ce qui paraît simple et j'allais dire naturel, nécessite en fait beaucoup de travail caché à l'arrière. Voilà, comme vous pouvez voir là sur cette image, il y a une structure métallique entre les murs de sidewall. En fait, cette structure métallique sert à supporter tous les éléments de pierre muséographique. Ça veut dire que dès le début du projet, les équipes de Muséo travaillaient avec nous et nous, on a pu anticiper ensemble, si vous voulez, tout ce qu'il fallait pour que ces éléments soient placés le plus, je dirais, discrètement possible. Et donc ça aussi, c'est un fait rare dans la construction de musées, que l'équipe de Muséo soit intégrée dès le début et puisse participer avec nous et à la conception, au dessin et surtout pendant le chantier. On a pu travailler ensemble jusqu'à l'installation finale et qui a eu lieu il n'y a pas tellement longtemps. Voilà. Et là, j'ai envie de parler aussi de la palette de couleurs du musée. On avait défini 3 couleurs au début de ce travail, il y a une dizaine d'années. Et je sais pas si vous avez remarqué, on les a toutes autour de nous, là. On a le sidewall, le béton brut, ok, et l'acier galvanisé. On en voit un petit bout ici. Et tous les détails du musée ont été travaillés dans ce sens-là. Vous avez sûrement dû visiter le musée, et c'est ce qui crée cette fluidité, cette harmonie aussi. C'est qu'on n'a jamais dérogé à ça. Et à chaque fois qu'on avait un nouveau matériel qui nous était présenté, un prototypage qui nous était présenté, on avait en tête, attention, j'ai mes 3 couleurs de la palette. J'ai mon do, j'ai mon ré, j'ai mon mi, il faut jamais en sortir. Et ça aussi, ça a été très long pour arriver à trouver des axes avec les entreprises qui ont joué le jeu dans leur ensemble. Ça a été un challenge pour tout le monde. Voilà, je pense que je voulais en dire 2 mots parce que c'est intéressant. Je vais faire une petite parenthèse aussi, parce qu'on parle chantier, mais il faut parler aussi de l'administration du chantier. Il y a une chose très importante qu'on a peut-être oublié, c'est que dans un dossier anglo-saxon, les pièces du dossier sont constituées de 2 moments, les pièces graphiques et les pièces écrites. Chez les anglo-saxons, c'est les pièces graphiques qui ont la préséance. Chez les Français, c'est l'inverse. Je vais pas plus loin. Je vais pas plus loin. Donc, et je rends la parole à François. Donc, il y a eu un gros travail là aussi, mais ça a été mon rôle. À un moment donné, ton rôle, François, nous qui sommes français, mais d'expliquer et de trouver des équilibres entre toutes ces équipes
avec la maîtrise d'ouvrage aussi, on n'a pas eu de tension, hein, on s'est parlé justement, mais on est arrivé jusqu'au bout, à passer autre manche. Non, mais c'est super important et c'est vrai que c'est voilà, il faut je sais pas si je suis l'anglais ou le français pour le coup, mais c'est vrai que les Français, on est un peu plus verbeux, on est des grands littéraires, hein, et ça se reflète dans la manière dont on passe les marchés pour des bâtiments, ce qui est assez extraordinaire. J'essaye toujours de l'expliquer à Londres et j'y arrive toujours pas. Voilà, la fameuse palette dont j'en parlais, hein, c'est-à-dire que à travers tous ces éléments-là, tous ces échantillons de murs, il y a toujours eu à chaque fois le reste de la palette qui a suivi, qui s'est coordonné et qui a visé à raconter toujours une histoire unique. Et voilà les ouvriers au terme d'une longue journée et en face de ces grands murs qui font leur fierté. Alors on a parlé de ces murs qui sont des éléments qui littéralement sortent du sol, hein, qui sont terriens, qui émanent de la terre, et finalement au-dessus de ces murs, on va trouver un élément qui lui est d'un tout autre ordre, qui flotte, qui protège et qui vient du dessus. Et en fait, la méthodologie de construction de cet élément-là, qui est la toiture, eh bien reflète finalement cette différence de conception entre les murs et la toiture. Alors justement, on parlait de pièces écrites et pièces graphiques. Ça, c'est le genre de plans que l'agence a l'habitude de produire et qui sont d'une extrême précision et qui sont d'ailleurs plus précis que la plupart des plans qui sont produits par les entreprises elles-mêmes pendant des chantiers. Et on s'est rendu compte à plusieurs reprises, hein, Jean et Sylvie et Ambroise, que ça pouvait être contre-productif d'être aussi précis. Et là encore, c'est une histoire de choc de culture vraiment. C'est-à-dire que on a passé presque 4-5 ans avec Sylvie et Jean à mettre de l'huile dans les rouages quelque part pour que ces deux cultures-là ne s'opposent pas, mais qu'elles travaillent dans le même sens. Alors cette toiture-là, elle a une spécificité, c'est que il y a très peu de joints de dilatation, c'est-à-dire que c'est simplement deux bâtiments qui se font face. Le bâtiment à droite, qui est celui du centre de recherche, et celui à gauche qui est le musée lui-même avec les espaces d'exposition. Et ces deux bâtiments-là, finalement, ils ne se touchent qu'en un seul point, qui est cette ligne orangée que nous avons indiquée ici sur le plan. Je rebondis sur le joint de dilatation. Donc la culture en France et la réglementation nous demandent des joints de dilatation tous les 20-25 mètres. Ça, c'est la règle. Donc François vient nous le dire, dans ce bâtiment construit en France, qui fait 90 mètres par 70 environ, il n'y a qu'un seul joint de dilatation. Comment ça se fait? Eh bien là aussi, il y a une différence culturelle forte entre les gens qui construisent chez les anglo-saxons. C'est que nous, on a des règles, on les applique, et j'ai eu l'impression que si les anglo-saxons et super équipe de Foster avaient une solution technique avec un seul joint de dilatation et qu'ils arrivaient à la justifier, pour eux c'est normal. Donc là aussi il y a eu une bagarre, je dirais culturelle, qui a été menée, qui a duré 6 mois, je dirais, avec des rencontres à Paris, avec les bureaux de contrôle, des démonstrations de calcul sur des paperboards. Je n'ai gardé un souvenir magistral parce que je me souviens de mes cours de RDM et là, un jour, j'ai appris comme en 3 mois, quoi. Et ils sont arrivés à justifier, l'équipe d'ingénieurs, à justifier que ça marchait très bien par le calcul, tout ça. Et on va le voir dans les pièces suivantes. On voit qu'on a une toiture en U et c'est cette toiture en U qui absorbe les mouvements du bâtiment et qui nous font avoir qu'un seul joint de dilatation. Voilà, cette démonstration mathématique a été faite et on l'a réalisée comme ça. Et ça aussi, c'est une des spécificités qu'on ne voit pas à premier œil dans le bâtiment, mais qui est, de mon point de vue, qui est importante à signaler. Non, mais c'est absolument essentiel. Il a son allure grâce à cette spécificité-là. Alors voici cette maquette qui reflète vraiment. Et vous la retrouvez d'ailleurs cette maquette dans l'exposition temporaire qui est juste à côté, si vous avez eu la chance d'aller la voir. Et voilà le principe de cette toiture, comme Jean l'a indiqué. Les murs, on en a déjà parlé. Et cette toiture, finalement, elle vient se clipser presque comme un jeu de Lego dans ces murs-là. Et en se clipsant, elle crée des micro-mouvements qui vont justement éviter de multiplier les joints de dilatation et les joints de mouvement. Voici une autre maquette extraite de l'exposition temporaire qui est juste à côté. Et puis voilà, justement, pour arriver à faire fonctionner ça, il y a eu toute une première phase de la création de cette toiture qui s'est pas passée ici à Narbonne, mais qui s'est passée un petit peu plus loin au sud à Gérone, puisque le préfabricateur qui a réalisé cette toiture est localisé à Gérone, il s'appelle Planas. Et en fait, il y a eu toute une première partie du travail qui a été le même type de prototypage que ce qui a été fait pour les murs. C'est-à-dire qu'on a demandé au préfabricateur de tester, de réaliser, de
préparés. Et nous, on est allé faire des revues de ces éléments-là sur site. Et ça a été assez extraordinaire parce que regardez l'échelle de ces éléments qui est absolument gigantesque. Regardez l'échelle de ces moules, de ces éléments qui permettent de former les poutres. Alors vous reconnaissez à gauche une des poutres en U que vous avez au-dessus. Et puis à droite, une des méga poutres en double U, qui sont celles-ci que vous avez ici sur le côté. Donc ce sont des profils de poutres absolument gigantesques et qui sont réalisés dans des hangars qui font plus de centaines de mètres de long. Tout ça à une échelle absolument extraordinaire. Alors bien sûr, tout ça très solidement armé, de manière à pouvoir obtenir la résistance qu'on souhaite. La sensation qu'on a eue la première fois qu'on est allé visiter ces pièces-là, c'est la puissance qui émanait de ces éléments en béton. Et cette puissance-là, elle se reflète dans tous les éléments chez le préfabricateur, et en particulier dans l'échelle des pièces avec lesquelles il travaille. Alors vous voyez ici nos ingénieurs structures dans l'abnégation à les pousser à aller se glisser sous les poutres pour aller vérifier les détails au plus près et s'assurer que la qualité serait au rendez-vous. Toute l'équipe a été vraiment drivée, j'allais dire, par cette volonté de créer vraiment l'objet parfait. Et alors ces poutres-là, c'était tellement intéressant parce que le dialogue qui s'est instauré entre le préfabricateur et nous s'est fait sur le degré de finition qu'on devait atteindre. Et ce degré de finition, en fait, il se heurtait à un point, c'est que le préfabricateur nous disait, mais écoutez, là vous avez le nez dessus, ces poutres, elles vont être à 7-8 mètres de haut, vous verrez pas du tout ce détail, vous verrez pas du tout ce défaut. Et on lui a dit, écoutez, c'est très bien, la prochaine fois qu'on vient, vous nous suspendez les poutres à 8 mètres de haut et on verra si on voit les défauts. Donc, la deuxième session chez le préfabricateur, ça a été sur la base de poutres qui étaient montées sur des gigantesques portiques et qu'on a relevées à la bonne hauteur de manière à pouvoir nous assurer que ce qui était des micro-défauts visibles quand on avait le nez sous la poutre était acceptable quand les poutres étaient à 7-8 mètres de haut, comme dans la configuration globale. Voilà, c'était des exercices assez étonnants, mais ça fait partie de ce travail, j'allais dire, itératif récurrent qui nous a passionnés pendant des mois et des mois. Et puis une fois que ce travail de préfabrication a été fait, l'assemblage, ça a été presque un assemblage par Lego, j'allais dire, qui a été d'une rapidité absolument extraordinaire. Je sais plus, Jean, mais en quelques jours, quasiment, la toiture était assemblée. Ah, oui, je pense que ce Lego, en 1 mois et demi, on a couvert complètement le musée. Mais il a fallu mettre en œuvre aussi des moyens inhabituels, quoi. On a eu, je me souviens bien, beaucoup de mal à trouver cette grue, qui est une des plus grosses grues qu'on puisse trouver en location, quoi. Donc voilà, il fallait aller vite parce que il fallait rentabiliser la chose. J'ai compris ça de l'entreprise qui me l'a souvent dit. Et vous voyez que là, on a utilisé la voie lapidaire, donc qui sépare le musée en deux parties, comme François vous l'a présenté. On a utilisé cette voie lapidaire comme chemin de grue. Voilà, il y a eu des grandes critiques sur les chemins de grue dans la construction des logements HLM, mais là, on s'en est servi pour optimiser et monter au mieux les éléments préfabriqués très longs qu'on allait chercher à Gérone aussi dans des convois exceptionnels la nuit, voilà, et qui arrivaient au petit matin. Je me souviens là, je me souviens encore des premières pièces qui sont arrivées. Bon, moi j'étais là pour voir ça. Et un petit peu contrôlé, puisque François a dit j'étais l'œil et les oreilles, donc et voilà, donc il a fallu monter ça, 1 mois et demi, ça s'est très très bien passé. Et on peut voir là aussi, on les a vus dans les vues précédentes, on les verra encore, des éléments qui font que ces éléments de préfabrication puissent se dilater en eux. Et ça, c'était un élément qui m'a beaucoup intéressé. C'est vrai qu'on a été particulièrement séduit par le fait que finalement l'endroit où le transstocker circule aujourd'hui pour déplacer les pierres, c'était quasiment l'endroit où la grue se déplaçait. Donc il y avait une espèce de cohérence dans tout ça qui, en tant que concepteur, nous a beaucoup réjouis. Et là voilà cette gigantesque grue exactement au droit de la galerie lapidaire actuelle, entre le bâtiment qui accueille les expositions et la muséo à gauche, et puis le centre de recherche à droite. Puis voilà, on se balade un petit peu au milieu de ces éléments. Le bâtiment commence à devenir, j'allais dire, une emprise. Il est plus simplement que des murs. Et puis voilà un petit peu les profils de ces gigantesques poutres, qui sont les grandes poutres en double I, qui sont celles que vous allez retrouver dans la plus grande portée, et qui sont en mesure, grâce au ferraillage que vous avez vu plus tôt, de former des porte-à-faux de 6-7 mètres assez extraordinaires, qui viennent en débordement du musée, qui permettent de protéger ces façades de la surchauffe solaire, entre autres, de la pluie, etc.
Voilà un petit peu. Hein, on est là juste. J'ai mis quelques éléments datés pour qu'on réalise un petit peu. On est là en 2017, donc on est à peu près un petit peu moins de 2 ans avant l'ouverture du musée. Et voilà la toiture quasiment finie. Avec la verrière qui vient juste d'être posée mais qui est pas encore jointée, donc on a un petit ray de lumière qui passe entre les 2 éléments et qui bien sûr n'existe plus. Et voilà cette toiture là une fois finie et assemblée avec les détails de ces différentes poutres, les grandes doubles poutres en I que vous avez vu coffrées plus tôt, et puis ces poutres donc en U qu'on appelle des ribs en anglais, qui sont les plus petites poutres que vous avez au-dessus de vous. Alors après les détails d'ajourement, etc. pour venir faire des effets de cadran solaire sur les façades. Et puis donc sur un beau soleil et ciel orageux, un angle de toiture qui est particulièrement héroïque parce que cet endroit-là, on est à presque 10 mètres du support le plus proche. Donc c'est vraiment la puissance de cette toiture-là. Vous l'avez comprise, maintenant vous avez vu les ferraillages et les fonds de coffrage. Alors le dernier élément qu'on voulait partager avec vous, c'est bien entendu le cœur de ce bâtiment-là, c'est le mur lapidaire, c'est cet objet complètement unique qui est le cœur de la réponse au programme fonctionnel tel que Ambroise l'a décrit au début. Et ce mur lapidaire, ça a été aussi une histoire assez particulière parce que au-delà des premières images, du premier concept qui sont issus du concours ici, donc on est là en 2011, et ben il a fallu trouver une technologie et un principe constructif qui permettait de répondre à ce challenge tout en ne réinventant pas la roue depuis le début parce qu'on n'en avait pas les moyens. Il fallait qu'on trouve un système efficace économiquement, c'est-à-dire qu'on s'en est remis à l'industrie, voilà, pour faire court. Et le principe de ce mur qui est de donner aux pierres un caractère vivant, tant par leur capacité à se déplacer que par leur capacité à devenir expliquées par un jeu d'écran. Alors tout ça, c'est vraiment issu de la présentation d'origine. Donc vous voyez le principe de ces écrans qui deviennent une partie de la médiation et de l'explication des pierres. C'est un principe qui existe depuis le début. Et puis on a trouvé un fabricant qui s'appelle Mecalux et qui fait ça. Alors bon, c'est pas très sexy, c'est vraiment de l'ordre de l'industriel et du stockage à grande échelle, etc. Et tout le travail, il a consisté à essayer de prendre ce système-là, qui est un système qui existe, qui est efficace économiquement, qui est efficace structurellement, et d'essayer de le rendre un peu plus sexy et un peu plus sophistiqué. Et on a eu là aussi un petit peu de mal. Alors je vous ai mis à bouille là, désolé, mais l'idée c'était plus à gauche de vous montrer ce qu'on a découvert. Vous allez reconnaître le petit bruit qui vous sera probablement familier si vous êtes baladé dans la galerie lapidaire. Et voilà ce qu'on a découvert quand on est allé chez Mecalux à Barcelone autour des années 2014-2015. Bon, ça nous a beaucoup inspiré, vous pouvez imaginer, mais en même temps on s'est dit il va y avoir du boulot. C'est quoi le bruit qu'on entend ? Et donc quelque chose que vous réalisez aussi, c'est que le mouvement du mur lapidaire aujourd'hui dans le musée est beaucoup plus lent que ce mouvement-là. Et finalement, cette lenteur-là face à cette rapidité-là, c'est un petit peu tout le paradoxe qu'on a dû gérer pour développer ce mobilier, puisqu'on a essayé de transformer cet outil-là d'une logique strictement industrielle pour l'amener dans une logique artistique et culturelle. Voilà. Et ça a été assez étonnant. En tout cas, pour Noël, j'avais jamais eu un mécano aussi gros. et puis c'est vrai ce que tu dis, on a eu là encore un choc de culture d'entreprise. Donc on avait des entreprises qui travaillaient dans la muséographie et la culture. Donc c'était des entreprises qui travaillaient de façon spécifique et complètement différemment de ceux du bâtiment. On avait nos entreprises du bâtiment, donc Roser, Serrurier, tout ça qu'on connaît bien. Et là, on a fait rentrer dans un musée des entreprises industrielles avec qui on n'avait jamais travaillé, qui n'ont pas les mêmes codes, qui n'ont même pas les mêmes unités de mesure. Hein. Eux travaillent en millimètres, nous en centimètres. Et donc leur dire à ces gens-là qui font toute leur vie, toute leur fierté à dire nous chez Amazon on va plus vite, et bien non, mais nous ici on ira moins vite parce qu'on est dans un musée. Et que ça fera moins de bruit, et que les pierres, il faut qu'on les regarde, et il faut qu'on prenne le temps de les regarder. Donc vous imaginez, là aussi, il y a eu combien d'années, là ? 2 ans encore de discussion, de prototypage. Vous remarquerez que là, tout ce qui est métallique et peint, flashy en rouge, en bleu, et que nous, on a dit non, nous on a notre gamme de couleurs galvanisées pour la menuiserie, il faut que vous soyez galvanisés comme eux. Voilà, les premiers prototypes. Donc,
Il a fallu qu'ils qu'ils fassent un pas de côté dans leur logique industrielle. Ils l'ont fait. Et au bout du bout, ça a marché. Voilà. Et donc c'est vrai que le travail de prototypage, il a été aussi là essentiel, et il a commencé, vous voyez, par un bout d'étagère Ikea, presque littéralement, c'est-à-dire à toute petite échelle. Et puis finalement, on est arrivé jusqu'à l'échelle du mur, puisque la dernière séquence, c'est bien sûr l'assemblage de cet élément-là, une fois qu'il a été conçu et qu'il a été coordonné dans cet espace, qui était assez extraordinaire, mais encore complètement vide. Et donc l'idée de cet assemblage, il a été extrêmement complexe. Je pense que notre sujet qui est aussi assez extraordinaire, c'est que vous l'avez compris, on stocke pas des pierres comme on va stocker des marchandises diverses. Par contre, ce qui est assez étonnant, c'est que le mécanisme était déjà dimensionné, genre si je ne m'abuse, hein, pour des masses identiques, c'est-à-dire des éléments qui faisaient jusqu'à 1 tonne par case, et ça résulte en une structure qui est en fait extrêmement complexe, parce que ça, et vous le voyez ici à travers les éléments en Z, hein, qui viennent contreventer la structure, parce que cette structure-là, en fait, il faut qu'elle soit complètement indépendante du reste du bâtiment, si je ne m'abuse, hein, Jean. C'est-à-dire que il faut que cette structure-là, elle s'appuie absolument pas en tête. Donc, imaginez cette tour de près de 10 mètres de haut, qui est tenue uniquement en pied et qui doit être totalement autonome de la structure du bâtiment. Il est important de dire pourquoi, parce que si vous voulez, les murs et la toiture, en cas de pépin, de séisme, hein, ne réagissent pas pareil qu'une structure métallique. C'est-à-dire que les mouvements sont différents. Si on liait cette structure au bâtiment, là, on aurait pu créer des désordres et des sinistres et des ruines immédiates. Là, on s'est assuré une certaine indépendance. Puis je crois qu'il est important de dire que cette structure dans la galerie lapidaire, bon, elle est montée en même pas 15 jours. Hein, c'était d'une rapidité. Là, on a pris des leçons de l'industrie. C'est allé très vite. Ouais, donc on va faire un petit raccourci sur ces 15 jours. Hein. Mais voilà les premiers éléments du premier mur. Voilà le premier mur presque entièrement assemblé. Voilà le deuxième mur, vous commencez à le connaître, et puis également les chemins de fer du transstocker au milieu. Et puis Ambroise a tenu à ce qu'on mette cette slide là, elle est importante, c'est l'insertion de la première pierre dans le mur lapidaire. Voilà, quelque chose qu'on attendait tous très impatiemment, et elle nous a permis de tester pour la première fois ce petit mécanisme assez extraordinaire qui est donc ce transstocker que vous avez vu il y a 3 slides dans les entrepôts de Mecalux, et qui devient cet élément beaucoup plus sophistiqué qui rentre complètement dans la palette de matériaux du musée, et qui devient cet élément central du musée. Alors, une fois que ce mur-là a été prêt, le travail de restauration des pierres a continué. Peut-être que tu peux nous dire un mot là-dessus, Ambroise, parce que ce travail-là, il s'est fait en parallèle à la mise en œuvre, bien entendu, de ce mur. Oui, tout à fait. C'était donc un gros chantier qui a dû se mener effectivement en parallèle de toute la partie que vous avez vue. Et donc, cette quantité de pierres, vous le savez, elle est énorme. Donc, ça a nécessité un gros chantier avec traitement des pierres. Donc tout d'abord, elles ont été sorties de l'ancien musée, installées dans un grand hangar qui se trouve en périphérie de Narbonne, où à la fois donc les restaurateurs ont pu intervenir, dépoussiérage, dessalement, parfois restauration, et toutes ces pierres sont ensuite été apportées au musée par vagues d'environ 200, afin qu'elles soient soclées, c'est-à-dire comme vous voyez, chaque pierre est solidaire de la palette sur laquelle elle est installée, et pour cela, des socleurs sont intervenus. Sur cette diapo. Là, vous voyez 2 membres de l'équipe de soclage à droite qui ont travaillé sur ce soclage. Donc les 760 blocs ont tous bénéficié d'un soclage spécifique, donc ces pattes en métal qui sont fixées sur la palette et qui viennent en fait solidariser la pierre et l'empêcher de glisser sur la palette en métal. Donc ça, c'était un gros chantier qui s'est effectué sur 2 périodes de 3 mois, je crois, quelque chose comme ça. Et donc voilà, ils étaient installés sur place, et donc on avait mis en place une chaîne opératoire. Les blocs arrivaient, ils étaient soclés et ensuite installés dans le mur de manière progressive. Et donc voilà, ça a été vraiment une opération longue, mais qu'on a réussi à tenir avec rigueur. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que le centre de recherche a été utilisé en partie pour organiser l'arrivage de ces pièces, n'est-ce pas, ce qui n'était pas prévu initialement. C'est ça, c'est-à-dire qu'on avait étudié plusieurs options. Est-ce que les socleurs s'installaient dans le hangar où étaient traitées les pierres, et la place manquait, les conditions étaient vraiment pas bonnes, et finalement on a mis à profit les espaces professionnels, et ce qui était vraiment très bien, c'est-à-dire qu'il y avait à la fois la place, à la fois les arrivées électriques, à la fois la sécurité aussi, bien sûr, des lieux, et donc pour ça on a pu vraiment mettre à profit ces espaces pour qu'ils travaillent sur place, et ça a facilité grandement ce chantier qui était vraiment compliqué, quoi.
Alors voilà, au-delà des pierres elles-mêmes, il y a tout un travail de médiation que vous connaissez probablement, avec lequel vous êtes familier, qui ramène aux toutes premières images du concours également, qui consiste à donner vie à ces pierres, non seulement en les rendant mobiles, mais également en permettant de raconter leur histoire à travers des dispositifs multimédia. Oui, effectivement. Donc là, ça a été vraiment sur la fin du chantier qu'on a effectué un gros travail en un temps assez court finalement, puisqu'il a fallu à la fois donc travailler avec le prestataire qui a été retenu, donc l'entreprise On Situ associée à l'entreprise Videlio pour tous les dispositifs multimédia, donc les projections, les écrans que vous voyez sur cette image. Et donc là, à la fois, il a fallu donc travailler sur la conception des contenus et progressivement tester les matériels en place. Et pour ne pas vous cacher, ça vous étonnera pas, un des éléments les plus compliqués a été la mise en place de ce système qui coordonne des mouvements de pierres et des déclenchements de films qui sont associés à ces pierres, puisqu'il a fallu mettre en dialogue deux systèmes qui ne le sont pas habituellement. Et ça a été vraiment un gros travail de dialogue entre les différentes entreprises. Et voilà donc ce mur tel que vous le connaissez presque aujourd'hui. Ça, c'est les pièces toutes installées, mais pas encore d'éclairage en cours. Alors là aussi, on voit que le travail d'éclairage, qui paraît aujourd'hui extrêmement naturel, il est en fait très complexe, parce que ces pierres-là, il fallait qu'elles apparaissent comme étant l'élément qui soit au premier plan et qu'elles soient pas au second plan, j'allais dire, par rapport à la structure en acier galvanisé. Et en fait, voilà, tout le travail, ça a été de rendre ces pierres, de les ramener au premier plan et de faire en sorte qu'elles soient les vraies stars du show par rapport à la structure elle-même. Et c'est avec grand plaisir qu'on a enfin, après de longs mois, de longues années, pu accueillir le public dans le musée. Et ça a été une grande fierté de voir la manière dont finalement le public répondait à ces installations et réagissait favorablement et finalement engageait une forme de dialogue avec ces pierres qu'on n'aurait pas osé imaginer il y a quelques années encore. Voilà ces images auxquelles vous êtes probablement très familiers, contrairement aux précédentes. Et puis on voulait terminer rapidement cette présentation en parlant du futur, parce que ce musée-là, c'est pas un musée qui est terminé. Alors il y a d'une part le chantier, bien entendu, de découvrir l'histoire romaine qui est toujours en cours à travers différents sites, ne serait-ce que la nécropole qui a été trouvée à côté quand les bâtiments de logement qui sont en train d'être construits ont été fondés. Mais surtout, il y a plusieurs projets qui sont en train de continuer d'évoluer autour du bâtiment. Le premier, on va le voir ici. Et il est important parce que ce qui est une des caractéristiques de ce musée, c'est qu'il est localisé juste à côté du canal de la Robine, et c'est que ce canal, il a une histoire forte et un lien fort avec la ville. Et donc la première étape, la prochaine, c'est la réalisation d'une rampe qui va connecter le podium actuel tel que vous le connaissez avec les berges du canal de la Robine, et ce faisant, il va créer une possibilité de connexion piétonne et vélo via les bords du canal, ce qui va être quand même beaucoup plus qualitatif que du côté des voies, et va permettre d'approcher le musée de manière complètement nouvelle et super intéressante à notre sens. Alors on rêvait même peut-être un jour de navettes, de petites navettes fluviales qui pourraient amener les visiteurs depuis le centre de Narbonne jusqu'au musée, pourquoi pas. Voilà une des dernières images qui date d'il y a quelques jours, littéralement, qui est donc cet élément-là ici que vous voyez, qui va connecter donc le podium avec les berges du canal de la Robine. Et puis le futur, alors à plus long terme cette fois-ci, c'est l'idée justement de continuer de profiter de la position de ce musée qui est assez extraordinaire comme entrée de ville pour essayer de créer une place paysagée au nord entre le stade et le musée, qui pourrait devenir une nouvelle porte d'entrée de la ville qui soit un petit peu plus qualitative qu'un simple rond-point. Et donc on a fait des propositions dans ce sens qui permettraient justement de se positionner le long de la voie verte, d'avoir des parkings pour les personnes à mobilité réduite, qui permettraient d'avoir un système paysager, qui permettrait d'avoir une entrée de ville qui soit encore plus qualitative qu'aujourd'hui, et qui permette de continuer de mettre en valeur le musée. Et voilà, merci beaucoup de votre attention. Et si vous le voulez bien, maintenant, on va prendre des questions si vous en avez. Merci à vous. Alors, si vous voulez bien poser vos questions dans le micro, pour que tout le monde entende. Bonjour, Monsieur Lassin. On m'entend? Alors, après ça, j'ai à peu près 1 million de questions. Mais je vais me limiter. J'aimerais poser la question à Madame la représentante du maître d'ouvrage. Combien de participants il y avait au concours? Quand on lance une consultation de maîtrise d'œuvre, on fait un appel à candidature. Il y avait 96 candidats qui voulaient postuler pour le concours.
Au niveau du concours, la région en retient 5. Et les 5 ont reçu le programme et ont répondu à la consultation. Et après, il y a une commission technique qui les analyse, qui propose à un jury les différentes analyses qui sont faites, et c'est les élus dans le jury qui décident, qui font le choix du candidat retenu. Ça c'est clair jusque là. Bon, j'explique aussi pourquoi je pose ces questions. Alors ce genre de questions m'intéresse beaucoup, et c'est pourquoi je suis ici, et lundi dernier on était c'est Madame Rucker et moi, on était à Périgueux où l'architecte, comme tout le monde sait, est Jean Nouvel. Et on a vu Nîmes avec Madame Portzamparc, où Madame Dardet a fait une conférence sur la conception du musée. Et je remarque dans ma tête où je me pose la question si le nom de l'architecte a une influence sur le choix du candidat gagnant, quoi. Alors, quand on choisit au niveau des 96 candidats, la région à l'époque avait dit on veut 3 internationaux, 3 internationaux européens et 2 candidats régionaux. Donc, ce qui a été le cas. Quand on récupère les offres des candidats, on ne les connaît pas du tout. C'est-à-dire les offres sont réceptionnées par un huissier et on connaît les projets par A, B, C, D et E. Pas de nom. Donc, c'est vraiment l'anonymat. Moi, quand j'ai analysé, je faisais partie de l'analyse en tant que commission technique, on ne savait pas qui c'est qu'il y avait derrière le projet. Donc c'est vraiment de l'anonymat et on lève l'anonymat dès l'instant où on a choisi le candidat. Enfin le projet, exactement. Donc on ne sait pas qui c'est qu'on a derrière. Oui. Okay. Vous regrettez, voilà. Non, j'en prends note. C'est tous les projets qui sont sur concours, c'est comme ça que ça se gère, c'est le code des marchés publics et on respecte scrupuleusement ce cadre. Oui, ok, mais pour moi c'est quand même remarquable ou notable que les grands as, les stars de l'architecture, apparemment l'apportent de préférence. Et ceci a pour moi aussi des conséquences, c'est clair, parce que je suppose Foster ou Nouvel, c'est un peu plus onéreux que un architecte sur la deuxième ligne. Mais ça c'est autre chose. C'est une discussion que je vais pas mener parce que ça. Mais après, je vous dirais que moi j'ai fait un gros lycée. Il y avait des internationaux et un régionaux. C'est le lycée Pierre Mendès France à Montpellier. Et c'est un régional qui a été lauréat, mais toujours traité de la même façon. Donc ça veut rien dire. Tout le monde a sa chance. Non, ok, bon, ça va. Bon, j'ai mené aussi quelques concours comme ça pour autre chose. Donc évidemment, il faut en rendre compte. Et c'était pas une critique, c'était une remarque que j'ai fait. Et c'est tout. Et bon, je vous remercie et je me passe des autres 100 000 questions que j'ai. Monsieur Lazare. On aura peut-être le temps d'en prendre quelques autres, si vous voulez. Et je peux peut-être juste compléter quelque chose qu'on s'est dit tout à l'heure lorsqu'on discutait avant la présentation. C'est vrai que c'est une vraie question. Finalement, comment ça se fait qu'on ait ces grands noms qui ressortent tout le temps? Après, il y a une logique qui veut que les grands cabinets, ils ont des grosses équipes, et ils ont une force de frappe plus grande. Il y a une logique aussi dans ça. Et peut-être que, François, tu peux nous raconter l'anecdote sur la manière dont le principe du mur a été intégré dans le concours. Parce que, voilà, dans le travail, au moment où ils préparaient le concours, ça
ça s'est passé de manière un peu particulière. Non, mais c'est vrai que tu as tout à fait raison. On en parlait tout à l'heure. On s'est même nous raconté l'histoire. Et le fait est que le mur lapidaire, donc qui est la pièce centrale aujourd'hui de ce concours, et qui a, à en croire Sylvie, à l'époque, qui a été un élément décisif, assez central dans la manière dont le projet a été choisi. Eh bien, ce mur lapidaire, il est venu dans le concours quelques jours avant la date limite du concours. Et ça a été une idée co-créée par l'agence Foster et le studio Adrien Gardner, qui est notre muséographe. Et Adrien nous dit toujours: j'aurais soumis cette idée à n'importe quel autre architecte de la planète qui n'a pas votre force de frappe, il m'aurait dit: laisse tomber, il nous reste 2 jours, on n'a pas le temps de changer ça. Nous, on a pris cette idée à bras le corps, et en 2 jours, on a littéralement changé le projet, et on l'a fait tel qu'il a été aujourd'hui. Ça veut dire que on a la chance d'avoir la capacité de mobiliser des gens et des talents très très rapidement, parce qu'on est une très grosse agence, de manière à ce que le jour où on a la sensation que c'est la bonne idée, on la laisse pas passer. Voilà. Et c'est vrai que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on a été choisi. En l'occurrence, c'est probablement la raison pour laquelle cette bonne idée, elle est arrivée jusqu'au maître d'ouvrage ce jour-là. C'est vrai que quand on a regardé les 5 projets, c'était le seul projet qui proposait une exposition aussi grande d'œuvres au service du public. Et ça a vraiment pesé dans la balance pour le choix de ce projet. Ce que je voulais rajouter aussi, moi aussi j'ai 100 000 réponses qui me viennent en tête. C'est que François a parlé de cette force de travail qu'il y a à Londres, à quelques jours du rendu, quoi. Il faut le dire, au niveau de l'échelle, c'est des dizaines de personnes, quoi. C'est des ingénieurs, et tout le monde calcule ensemble. Premièrement, à Londres, dans cette agence, ce qu'il n'y a pratiquement plus en France, il y a ensemble des architectes, des ingénieurs, des économistes, des paysagistes, des traducteurs. Tout le monde travaille ensemble sur les mêmes plateaux. En France, ces grosses agences n'existent pratiquement plus. Même chez Jean Nouvel, qui est un grand nom et un mec super fort, il a pas cette échelle d'agence. C'est fini en France. Voilà. Et ça, c'est hyper intéressant et hyper riche pour les clients, quoi, en termes de rapidité de production. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que l'agence Foster, dans son fonctionnement, fait confiance à des plus petits dans toute la France. Tous les projets dans le sud, on travaille sur quelques projets ensemble, et ils font pareil un petit peu partout. C'est le principe des comptoirs, hein. Donc, et ça aussi, c'est une force et une façon de travailler que les Anglo-Saxons ont et que nous, les Français, n'avons pas. Et personnellement, en termes d'expérience, je trouve que c'est dommage. Et pour continuer dans cette expérience que j'ai eue, moi, c'est au niveau du chantier, quand il y avait des prototypes et tout ça. Chaque fois, l'équipe Foster a posé des problèmes à tout le monde. Peu importe qui c'est qui répondait, à trouver l'idée, à trouver l'essentiel. On ne cherche pas l'élite, je veux dire dans le sens où c'est toi le premier de la course. Non, ils prenaient toutes les idées, étaient les meilleures, étaient bonnes. Donc en fait, avec cette réflexion, ça a entraîné une synergie de construction, de vouloir faire tous ensemble. Et franchement, c'est une très belle expérience que j'ai eue. Je trouve que moi, j'avais pas connu ça avec d'autres projets. Ça fait 20 ans que je fais quand même ce métier, et vraiment là, j'ai trouvé une qualité où tout le monde peut avoir de bonnes idées. Tout à l'heure, on a parlé aussi de prototypage et de mois et de mois de choisir et de trouver l'entrepreneur qui va nous faire le bon proto. Et ça, c'est parce qu'on a un maître d'ouvrage qui nous a permis aussi de prendre ce temps. Et cette lenteur, des fois, est constructive. Donc c'est un mélange à la fois de rapidité à un moment donné pour fixer une idée, comme tu dis François, mais il y a des moments donnés où quand on travaille à plusieurs, avec un panel d'entreprises et de bureaux d'études très différents, il faut savoir prendre du temps pour choisir, parler, débattre. Et ça, et ne jamais oublier, bon allez, je vais la sortir, que dès qu'il y a un problème, il faut jamais oublier que la chose la plus importante, c'est trois facteurs. C'est le projet et le projet. Est-ce que vous pouvez nous faire une intervention sur l'écoute
Et l'évolution du coût depuis le départ jusqu'au coût final. Je vais laisser la parole. Ouais, je pense que Sylvie, on va. Après, je la prendrai aussi. Le coût au niveau du projet a été maintenu sur toute la longueur. Il est affiché en publicité quand vous rentrez. Après, je n'irai pas plus dans le détail parce que ça appartient à la région si elle veut en parler plus. Et voilà, je peux pas faire plus. Dans l'enveloppe. Par contre, ils sont restés depuis le début dans l'enveloppe. Toujours dans la même enveloppe constante. Bien sûr, il y a les révisions de prix, comme dans tout marché, ça évolue par rapport à un indice et c'est applicable pour tous les marchés. Mais le cadre du prix est resté du bout à la fin le même. Vous l'aurez noté, il y a très peu de doublage, il y a très peu d'habillage, il y a très peu de faux plafonds, de faux murs. Tout ce que vous voyez, c'est la structure. Et en fait, on l'a conçu comme ça parce que le budget était serré et qu'on savait que si on commençait à faire un objet super sophistiqué avec des habillages, des doublages, des doubles, triples, quadruples matériaux dans tous les sens, on n'y arriverait pas. Donc, je veux dire, ce musée, il est comme ça que parce qu'il avait une contrainte budgétaire forte et que on a pris cette contrainte-là comme un paramètre de base dans notre design. Et je vous dis pas les séances de travail que nous avons eues quand même pour que je puisse rester dans l'enveloppe. Voilà. Ça n'a pas du tout été facile. On a eu des séances entre nous assez lourdes, mais on est resté. L'enveloppe du projet n'a pas évolué. Elle est restée toujours la même, bien sûr. Comme je vous dis, un prix qui est donné en 2011, 2010. Il suit quand même les indices de révision, ce qui est tout à fait normal parce qu'on a des matériaux qui évoluent et le coût de la vie évolue. Donc, en suivant les prix de révision, on est resté dans l'enveloppe. Voilà. Et pendant 10 ans, il a fallu administrativement aussi avoir une gestion de ces coûts et donc cette gestion administrative, elle a été faite localement. Voilà, dans ma petite agence. Et ça, c'est... Tous les deux, on a partagé beaucoup. Voilà, c'est-à-dire, voilà, on a partagé beaucoup, on a pris du temps pour trouver des solutions pour tout le monde, et on a aussi pris beaucoup de temps pour négocier avec les entreprises. Parce que François parlait de la culture anglaise, du projet itératif. Ok, d'accord. Moi, je trouve que c'est vachement mieux de se dire bon, on a un marché et si on trouve des idées, tout ça, on fait des prototypes, c'est mieux pour le projet. Mais la culture française, c'est on a un projet, des dessins, des pièces écrites, on signe et c'est fini, on change plus rien. Donc on prend des risques en changeant, en prenant du temps et en changeant. Donc cette prise de risque, ça a été beaucoup de négociations et avec les entrepreneurs pour rester dans le prix justement et pour vous répondre. Moi, pour avoir avec Sylvie Lacan suivi l'administration financière de ce projet, mais pour moi c'est une fierté d'être resté dans les coûts du début, il y a 10 ans. Voilà. Et parce que c'est de l'argent public et qu'il faut respecter ça, quoi. C'est pas dans tous les pays du monde que la chose publique met à disposition un objet de culture à une trentaine de millions d'euros au public. On en parlait avec François en venant. Chez les anglo-saxons, ça n'existe pas. Chez les anglo-saxons, les musées qu'on a été voir ensemble au début, c'est du sponsoring, c'est du mécénat. Il y a très peu d'objets comme ça financés à 100% par l'État. Voilà. Moi, je dis l'État. Région-État, il y a des fonds européens. Je suis citoyen du monde, je fais pas le distinguo. Il y a des fonds de l'État, il y a des fonds de la région. Oui, tout le monde a participé. Et la ville a participé aussi pour le terrain. Oui, elle a donné le terrain. Elle a donné le terrain. Donc et les collections aussi. Donc en fait c'est toute une collectivité, enfin tout un ensemble qui a permis de fonctionner. Et surtout le départ, comme je disais au début, ces deux copains qui se sont retrouvés autour d'un verre et qui ont dit allez, si on y allait.
Mais il faut quand même leur rendre cet hommage. Autrement, on n'aurait pas ce bel établissement. Mais c'est vrai que ce que tu disais, genre, on a beaucoup parlé, on a beaucoup dit les anglo-saxons ils font mieux, les anglo-saxons ils font mieux. Mais là, pour le coup, à l'agence, chez nous à Londres, il y a une admiration pour cette capacité, pour la capacité qu'ont un certain nombre d'entités publiques de se réunir autour d'un projet pareil et de financer un projet pareil. Ça, c'est quelque chose que le milieu anglo-saxon ne connaît pas, n'est pas en mesure de créer et pour lequel il y a une admiration absolument incroyable. C'est la chose publique. Voilà, c'est issu de la chose publique et simplement, voilà, il y a pas de mécène, il y a pas de sponsor, il y a pas de choses comme ça et c'est quelque chose que tout le monde regarde à Londres avec des yeux d'admiration absolument ébahis. Moi, j'avais une question à chacun de vous trois. J'aurais envie que vous nous disiez quel le souvenir ou l'anecdote que vous gardez sur les 11 années de projet, le souvenir le plus fort. Un ressenti fort. Lors de la construction, quand on a monté ces murs, puis mis les poutres, plus la couverture, je suis rentrée toute seule, c'était un début d'après-midi, toute seule dans la musée permanente. Et j'ai vu cet environnement, plus les cloisons qui étaient commencées à monter, avec la transformation des lieux. J'ai eu des frissons sur les bras, parce que je trouvais ça tellement beau, tout simplement. Et vraiment, c'était pour moi merveilleux d'être arrivée à faire ça, tout en équipe, avec cette relation humaine qui est un chantier, c'est une opération, enfin un projet, c'est que de la relation humaine pour arriver à faire ça. Et là, j'ai senti que le projet allait être beau. C'est des frissons sur la peau, tout simplement. Et c'était très fort pour moi, voilà. Moi, c'est une relation à la matière qui s'est faite bien en amont. François vous a montré tout à l'heure le dernier échantillon du mur en sidewall qui a été réalisé dans les sous-bassements du musée. Et on a donné notre feu vert pour construire le reste. Et on a lancé la construction des premiers murs. Et j'ai attendu, à la fin de la construction de ce premier mur, le démoulage. Et quand il a été démoulé, je me suis dit, c'est gagné. Voilà. Et là, je me suis dit, c'est la première fois qu'on travaillait avec ce matériau en France, et même plus loin. Et je dis, ça y est, on y est arrivé, on a gagné. Et j'ai vu la sensibilité du matériau, j'ai mis ma main dessus comme ça, c'était lisse et voilà. Et ça m'a créé une émotion particulière. Voilà, je suis un architecte de chantier, donc je suis plus intellectuel. J'ai touché ça et ça m'a plu. C'est assez étonnant parce que moi, j'aurais parlé exactement de ce moment-là, c'est-à-dire ce moment où le premier mur finalement, il a été démoulé. Mais peut-être que je vais du coup évoquer un autre moment qui est celui pour la première fois où on a vu ce mur habité, voilà, parce que ces murs, le bâtiment lui-même, je pense que c'est des éléments avec lesquels on est assez familier et que par expérience on maîtrise assez bien. Donc même s'il y a des moments comme la révélation de ce premier mur en firewall où on est vraiment inquiet parce que c'est vraiment une révélation et ça peut marcher ou pas, l'idée d'un mécanisme dans un mur, c'est quelque chose que j'ai toujours regardé avec un petit peu de distance en disant un bâtiment ça bouge pas, un bâtiment c'est fixe, un bâtiment c'est ancré et c'est pas mobile. Finalement le succès de ce mur m'a un peu contredit, voilà, il m'a un petit peu fait dire bah non en fait ce mouvement là dont j'ai toujours douté de l'efficacité quelque part parce qu'il n'appartenait pas de l'architecture, c'est pas un élément d'architecture, et ben en fait il est d'une puissance absolument extraordinaire et je pense tant l'installation de la première pierre qu'on a montré que l'apparition des premiers éléments de multimédia sur les écrans du mur, c'est-à-dire toutes ces différentes technologies, tous ces différents éléments qui se rassemblent pour créer un effet, ça a été quelque chose d'assez extraordinaire et une belle révélation. Et puis pour finir sur un registre un petit peu différent, ça a été aussi plusieurs moments où on s'est retrouvés tous ici autour de problématiques et où on s'est gratté la tête. Et où on a trouvé ensemble des solutions. Voilà, ça c'est pas forcément des matières, des éléments bâtis. Moi, ce que je retiens beaucoup aussi, c'est l'énergie humaine qu'il y a eu autour de ce bâtiment et la convergence de plein d'esprits
qui finalement voulait une seule chose, qui est un objet à la fin dont on soit fiers tous. Ouais. Moi, j'aurais plutôt tendance à parler de quelque chose qui se rapproche de ce que tu dis. Moi, ce qui m'a marqué, c'est le moment où on a mis en lumière le mur, en fait. C'est vrai que ça a été finalement, enfin, déjà installé avec l'ensemble de ces pierres, c'était assez spectaculaire, mais le fait que vraiment l'éclairage a transcendé cette installation, et c'est vrai que c'est un moment dont je me souviens, où voilà, c'est vrai que un peu comme tu le dis, François, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu, en tout cas que je connaissais pas ailleurs. Et le fait parce qu'on a vraiment travaillé sur le fait que les blocs sont rapprochés de la face avant, et qu'en plus cet éclairage vienne les faire ressortir, et c'est vraiment ce moment qui a été marquant, il me semble. Mais après, je rejoins aussi le principe de l'aventure humaine, quoi. Vraiment, ça a été aussi un travail, voilà, avec des périodes difficiles, comme vous pouvez imaginer, et des moments où il a fallu, voilà, vraiment se creuser la boule. Et voilà, donc ça, c'est cette expérience qui est aussi forte et qui, je pense, doit être soulignée. Aucun d'entre vous n'a parlé quand même d'une donnée majeure, c'est que ce musée, il a été construit avec le Covid. Et que les 2 dernières années du projet, il y a eu 3 mois où rien ne s'est passé et c'était pas prévu dans les plannings. Et ensuite, personnellement, je suis arrivée en mai 2020. À partir de mai 2020, on s'est demandé tous les mois quand est-ce qu'on allait ouvrir. Et on a travaillé tous les mois pour ouvrir le mois suivant. Et à chaque fois qu'on avait une date d'ouverture, à chaque fois, il y avait un confinement qui arrivait et qui produisait des difficultés pour obtenir des relations avec des entreprises dont certaines venaient d'Italie, par exemple. Le mobilier du musée, pour le faire venir d'Italie, ça a été un travail considérable. Et du coup, on voulait à la fois pas dénaturer ce qu'on devait au public, qui était aussi cet étonnement, cet émerveillement devant le fait de se trouver confronté à ce gigantesque projet et à ce gigantesque travail. Et à la fois, on avait aussi beaucoup à faire et beaucoup de surplus à faire pour pouvoir s'adapter constamment à ce que le Covid nous impliquait. Le musée a ouvert le 19 mai. On a su, je sais plus quand c'était, je sais pas si c'est pas 15 jours avant qu'on ouvrait. Ce musée n'est toujours pas inauguré. Il y a une date d'inauguration qui va être annoncée prochainement. On est très contents. C'est pas à nous de le faire, donc voilà. Mais on est dans une configuration qui n'a jamais existé et qui n'existe nulle part ailleurs. La programmation dans laquelle on se situe aujourd'hui, alors à la fois on l'avait prête depuis un certain temps et il a fallu l'adapter à chaque fois à ce qu'il était possible de faire ou pas de faire. Y compris cet été. Cet été, on avait prévu d'ouvrir, d'avoir un certain nombre de publics, enfin je parle d'objectifs de recettes, et puis pouf, le pass sanitaire est passé par là. Voilà. On se dit en septembre on va ouvrir et voilà, et puis pouf, les scolaires ils sont aussi soumis au pass sanitaire. Donc en fait, on est dans une adaptation constante qui vient toujours, on est dans un jeu de quilles et qui vient toujours différer ce qu'on avait prévu. Et pour le coup, c'est très compliqué en termes de contact pour stabiliser les choses, pour monter des partenariats qui peuvent être des partenariats pérennes. On s'est toujours trouvé confronté à essayer de répondre à la première urgence. Et on espère vraiment pouvoir être stable. Enfin, déjà, on est ouvert et on est très content d'être ouvert. Et pouvoir stabiliser les choses. Ici, on est sur la 2e conférence que nous organisons depuis l'ouverture. On en imaginait une par semaine. Qui c'est qui a décidé de l'épaisseur des couches? Parce qu'elles font 20, c'est ça? Elles font 25, ou elles font 22, ou 23, ou pourquoi pas 30? C'est la conjonction de plein de données, hein. C'est la conjonction dans Vous savez pas, en fait. Non, si. C'est un sujet qui est suffisamment précis et qui a été suffisamment débattu pour qu'on le sache. Mais effectivement, quand vous compactez,
j'allais dire la densité et la cohérence du compactage ne peut être assurée que sur une hauteur limitée. Voilà. Au-delà, vous compactez plus pareil en bas et en haut. Donc de mémoire, on était à combien? Une vingtaine de centimètres? Entre 20 et 25 centimètres. On avait la résistance à la compression voulue. On a fait des essais avec des couches supérieures. Nous n'avions plus la résistance à la compression voulue. Donc ça, c'était une première contrainte, je dirais. Et ensuite, vous avez vu toute la série de prototypes, d'essais de couches. Il y avait aussi esthétiquement sur la hauteur, l'équipe a fait des choix. Donc il a fallu que des conjonctions de contraintes mécaniques et esthétiques. Mais aujourd'hui, je pense, il me semble même qu'il y a un relevé qui a été fait de la hauteur des couches et que, comme vous l'imaginez, pour un bâtiment de cette taille-là et pour la mise en œuvre d'éléments comme ça, 1 centimètre, c'est rien. Hein. Donc en fait, il y a un delta assez important entre les plus étroites et les plus fines. Mais ceci dit, voilà, l'objectif c'était aux alentours de 20 centimètres, et c'est pour ça que l'horizontalité s'est un petit peu imposée à nous, hein, à cause de ça, parce que justement le seul moyen d'assurer une cohérence de ces hauteurs-là et donc une résistance à la compression qui soit suffisante, ce soit de travailler avec un maximum d'horizontalité. C'est la même technique que la terre, en fait. C'est ça. On pourrait appeler ça, c'est un béton de pisé, quelque part. Voilà. C'est une sorte de béton de pisé. Le pisé, ce qui nous a beaucoup séduit dans ce processus-là, c'est que le pisé n'est pas porteur. Voilà. Le pisé, c'est un mur de remplissage, un habillage, mais si vous regardez les murs en pisé qui sont faits aujourd'hui, ils ont soit une structure en béton, soit une structure en acier qui est déportée parce que le pisé n'a pas de vertu porteuse suffisante en général pour porter des bâtiments de cette ampleur. Voilà. Donc nous, ce qui nous a beaucoup séduit dans ce processus-là, c'est que il a la méthodologie de fabrication du pisé, mais qu'avec, grâce à un ajout de ciment bas carbone et d'acier et d'armature à l'intérieur, eh bien il acquiert à la fois des vertus structurelles, des vertus, comme on l'a dit, d'hygrométrie, de protection, d'inertie thermique. Voilà, il devient un objet total. Puis aussi, il faut dire qu'on a utilisé les matériaux des environs. C'est ça. Tous les graviers, les agrégats, ils viennent du Les coin, agrégats, les oxydes ont été tous choisis localement de carrières locales. On a fait le tour des carrières locales et on les a testés littéralement. C'est un matériau très tactile, hein, tout s'est fait à la main. L'identification du fait que le matériau est assez humidifié ou non se fait aussi à la main. Donc c'est très tactile finalement, et c'est ce qui nous a beaucoup séduit dans ce processus-là, c'est que il engage vraiment le ressenti humain et le travail de la main, hein, vraiment. C'est un musée fait à la main. C'est presque ça. C'est un peu un stretch, mais c'est presque ça. Mais c'est vrai que les premiers murs en béton, hein, en pré-béton que les Romains ont créés étaient faits de cet ordre-là. Hein. C'était du béton sec, coulé couche par couche, et on en a encore quelques traces, si je ne m'abuse. Donc c'est aussi bien entendu inspiré par ça, quoi. Voilà, oui. Parce que tout à l'heure vous disiez que c'était la première fois. Alors c'est pas vraiment la première fois. Alors ce processus-là, qui s'appelle Firewall, c'est la première fois qu'il est mis en œuvre en Europe. Voilà, il est d'origine canadienne, ce concept. Il a déjà été mis en œuvre au Canada. C'était sa première mise en œuvre en Europe. Vous connaissez probablement un petit peu la réglementation française. Vous semblez être un peu sachant. Pour faire rentrer un processus canadien dans la réglementation française, ça a été une jolie passe d'armes également, mais on y est arrivé et on en est très fiers. Oui, là je vais reparler des grandes différences entre les anglo-saxons et nous, français. un pied. Voilà, là, je vais rebondir sur ça parce que en France, on a des règles, on a des DTU, des documents techniques unifiés, qui nous racontent l'histoire de tout ce que nous pouvons bâtir, très cadré. Le pisé n'existe pas dans les DTU français. Voilà. Ce genre de béton non plus. Sauf que à travers le DTU, on peut quand même faire des bétons à composition prescrite si on arrive à décrire et à prototyper en amont la chose, ce qu'on a fait. Donc 2 ans avant le chantier, donc l'équipe Foster a dit bon ben on va réaliser avec notre client un prototype. 2 ans avant de commencer le chantier. Ce prototype a été réalisé dans un laboratoire agréé à Béziers, et on l'a comprimé, tiré, percé, jusqu'à temps qu'on arrive à des résultats du DTU.
Et donc, dans ce cadre-là, moi je dis que c'est la première fois que ça a été réalisé dans ce cadre-là. Et puis à cette échelle-là. Et puis vous voyez la compression que reçoivent ces murs. C'est énorme. Donc on est arrivé à trouver un équilibre. Voilà. Et en même temps, il y a une espèce de sensibilité, de sensualité dans ce matériau qu'on retrouve rarement dans le béton. Et je terminerai pour dire que ce qui me plaît beaucoup dans ce projet, c'est que il y a une espèce de légèreté, il est aérien, mais avec un produit qui est très lourd. Et je pense qu'une des réussites conceptuelles, ça a été ça. C'est d'arriver à faire quelque chose de très aérien, intemporel, avec un matériau qui est réputé très lourd. Moi, j'ai une petite question de curiosité. Donc, vous êtes de Nîmes, donc vous connaissez la gare TGV de Monduel. Il y a un mur comme ça? C'est pas le même. C'est sans doute pas le même. On est d'accord, mais qui rappelle. Je vois pas de quoi vous voulez parler. Alors, c'est SNCF Connexion qui l'a fait, c'est pas Foster. Très mauvais mais bon, esprit. il y a un grand mur comme ça, avec ce même système. Mais c'est du pisé, celui-là, peut-être. C'est peut-être que du pisé. Non. C'est un béton liquide teinté coulé en place. Voilà, entre deux branches de même hauteur, sans coffrage glissant d'un côté et sans compactage et sans épaisseur maîtrisée des couches. Donc c'est pareil, mais c'est pas pareil, c'est ça. Non. Je peux pas en dire plus. On a noté nous aussi la relative. Oui, j'ai des photos. Ouais. Parce qu'on a... Non, J'imagine que vous aussi vous connaissez la gare TGV. Voilà, donc on le voit aussi à la texture, quoi. C'est pas du tout la même chose, quoi. Dans le temps, il faut savoir que ce mur a été réalisé avant la gare. Bien sûr, oui, il est antérieur. Ouais. Ah oui. Pour parler du travail de Foster, c'est vrai que Foster a une image de construction high-tech dans nos esprits. Et ça fait quelques projets là, dans le midi de la France et même dans le nord de l'Afrique, où vraiment on sent qu'il y a, je sais pas une remise en question, mais on sent que quelque chose d'autre peut se passer, quoi, aussi. Parce que c'est vachement intéressant parce que c'est vrai que souvent les gens parlent de griffe Foster et en fait il n'y a pas vraiment de griffe Foster. Moi, la seule griffe Foster que je connais, c'est la capacité à regarder chaque projet, chaque lieu, chaque problématique et chaque personne avec un regard particulier. Et ce bâtiment en est la preuve, je trouve, parce que justement il échappe à tout ce qu'on imagine être les standards Foster. Pour la simple raison, pour moi, c'est qu'il n'y en a pas vraiment, quoi. Voilà, c'est que la capacité d'un projet Foster, c'est sa capacité à répondre à un lieu, à des gens et à des usages. Architecturalement, quand vous avez livré un monument comme cela, est-ce qu'il est amené à évoluer d'une certaine manière? Est-ce que vous pouvez ajouter une patte au fur et à mesure de l'évolution ou des découvertes qui pourraient être faites dans une région si riche et avec toutes les collections, tous les éléments qui pourraient être hébergés par le musée? Est-ce que l'écrin il peut évoluer et de votre fait, enfin par votre aide? Ça faisait partie du programme fonctionnel. Il y avait une demande à ce que le musée soit extensible. Et effectivement, tous les murs qui sont localisés le long de la voie ici sont des murs fusibles et le musée pourrait être étendu via sa façade sur le rond-point là-bas. Et c'est vrai que le deuxième élément, c'est que, comme vous l'avez vu, on lit très très bien la structure du musée et c'est vrai que la notion d'imperfection, elle est aussi très liée au fait qu'on ne cache rien, que ce qu'on montre, c'est finalement le matériau intrinsèquement. Et comme vous le voyez, les parties qui sont porteuses, ce sont celles qui sont en béton de pisé. Et en fait, c'est très très modulable. Tout ce qui est entre deux poteaux en pisé, c'est en fait du remplissage. Ça pourrait disparaître, ça pourrait être supprimé. Donc ce musée, c'est j'allais dire la partie muséographique particulièrement, c'est un bâtiment en poteau-poutre qui pourrait être complètement reconfiguré. Et c'était aussi un des principes fondateurs de cette partie-là. Les espaces de muséo, il faut qu'ils soient les plus libres possibles parce qu'on ne sait jamais comment ils vont être appropriés. Et en particulier sur ce musée-là, puisque moi c'est ce qui m'a beaucoup ému dans les collections narbonnaises, c'est que
on découvre plus aujourd'hui qu'on n'a jamais découvert, n'est-ce pas? C'est-à-dire que voilà, ce mur-là, il est aussi là, le mur lapidaire, il est aussi là pour soutenir ces découvertes. Hein. C'est-à-dire que ces pierres-là, elles vont pouvoir continuer à circuler. J'espère qu'on va en avoir des nouvelles, qu'elles vont pouvoir intégrer ce mur-là, qui va pouvoir continuer à démontrer la diversité de la collection. Enfin, c'est vraiment un musée en mouvement, quoi. Bien, bah écoutez, si vous n'avez plus de questions, je vous remercie. Je remercie les intervenants. Et puis je vous souhaite une bonne journée.